Rutherford met au point le modèle atomique de Rutherford, connu aussi sous le nom de modèle atomique de Rutherford-Perrin. Et on en parlera de Perrin. Oh oui, on en parlera. Il aura son la preuve par vieux Perrin. Vous savez quoi? C'est aujourd'hui. Jean Perrin est né le 30 septembre 1870 à Lille. Et pour un prix Nobel, c'est à peu près aussi rare que de naître en Belgique. Physicien, chimiste et homme politique. Son profil, c'est l'archétype du chercheur universitaire. Vous allez voir. Bon, le gamin fait ses études au lycée Jean Perrin et il... Attendez, quoi? Ah, non. Ok, non, ok, non. Ok, non. Ok. Non, alors voilà, il a fait ses études au lycée Saint-Rambert, qui en 1949 a changé de nom pour devenir le lycée Jean Perrin, sinon c'était chelou là. Bon, et puis sans surprise pour cette émission, le gars est bon, hein, voilà, il va entrer en maths sup à Janson de Sailly, il va faire sa prépa à Janson de Sailly, et puis il va intégrer l'école normale sup en étant classé 12e. Et ce qui est marrant, c'est que les 11 devant lui ont sans doute pas eu de prix Nobel. Toujours. N'empêche, c'est marrant parce que ça veut dire que Jean Perrin, il avait des cols, quoi. Avec un colleur qui devait lui dire « Jeannot, non, Jeannot, t'écris de la merde, là. Rappelle-moi un peu dans quel cas on peut utiliser Bolzano-Weierstrass. Tout de suite de réel. Borné. D'accord, voilà. Elle est bornée, ta suite? Oui, il dit oui. Oui, il dit oui. Que ça, tu l'as montré qu'elle était bornée? Parce que si tu l'as montré, ça devait être pendant que je dormais. Hein. Et là, juste 2 secondes, essayez d'imaginer le gars qui fait un spectacle de stand-up complètement claqué au sol. 80 minutes de blagues de maths sup, maths spé. Et là, le gars me dit, c'est sans doute un anneau abélien. Vous êtes en couple? Donc, le gars fait normal sup, à la suite de quoi il va enseigner la chimie physique à la faculté des sciences de Paris pendant 40 ans. Je vous l'ai dit, hein, c'est le pur profil de l'enseignant-chercheur universitaire. Et alors, juste pour qu'on soit clair, la chimie physique, c'est l'étude des phénomènes physiques des systèmes chimiques. Typiquement, la thermodynamique et la cinétique des gaz, c'est de la chimie physique. Mais bon, ça, c'était pour planter le décor de façon un peu grossière. Donc, reprenons depuis le début. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu-bohu. Et le souffle divin planait à la surface de la pénombre. Et là, imaginez juste le spectacle de stand-up complètement claqué au sol, 80 minutes de blagues bibliques. Et là, Ésaü, il bouffe, il se dit, putain, c'est quand même bon les lentilles. Et sinon, vous êtes en couple. Donc, je disais, reprenons depuis le début. On va faire comme il se doit pour un la preuve par vieux sur un physicien nobelisé. On va parler de l'affaire Dreyfus. Est-ce que j'ai besoin de faire un point sur l'affaire Dreyfus? Bon, on fait un deal. 45 secondes sur l'affaire Dreyfus, et puis on reprend le cours de l'épisode normalement. En 1894, sous la Troisième République, le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus, un juif d'origine alsacienne, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Il est donc condamné au bagne à perpétuité. Et autant vous le dire tout de suite, ces documents secrets ont effectivement été livrés aux Allemands. Mais pendant que la famille de Dreyfus font appel à un journaliste qui s'appelle Bernard Lazare pour enquêter, on a le chef du contre-espionnage français, le colonel Georges Picquart, qui va découvrir que le traître est en réalité le commandant Ferdinand Esterhazy. Il prévient alors l'état-major qui va refuser de réviser son jugement et qui va envoyer Picquart en Tunisie. Lazare, de son côté, publie en 1896 un mémoire qui va démonter point par point toute l'accusation contre Dreyfus. Il en aura, à la demande de la famille, supprimé la dernière partie dans laquelle il renversait l'accusation contre les accusateurs de Dreyfus et il la confiera à un certain Émile Zola qui s'en servira pour publier son fameux « J'accuse ». Mais sinon, Bruce, hein, tu sais, moi j'ai fait un épisode sur l'affaire Dreyfus et... Voilà. Donc, lorsqu'en 1898 paraît dans le journal L'Aurore le fameux article « J'accuse » d'Émile Zola, eh ben, à Normal Sup, on lance une pétition pour faire réviser le procès Dreyfus. J'en profite pour caler ici que Dreyfus était polytechnicien. Et c'est à cette occasion que Jean Perrin va se rapprocher d'une bande de jeunes qui resteront ses proches, hein, tous Dreyfusards. Alors il y a Émile Borel, un
petit mathématicien qui était quand même suffisamment bon pour arriver premier au classement de Polytechnique et de Normal Sup. Il y avait Pierre et Marie Curie, que j'ai pas besoin de présenter, et Paul Langevin, et puis là pareil, je vais pas plus que ça le présenter, hein, c'est celui des jumeaux. D'ailleurs, comme je ne sais toujours pas dans quel ordre je sors les vidéos, mais surtout je ne sais pas dans quel ordre vous matez ces vidéos, sachez qu'il est prévu cette année une vidéo sur Marie Curie et une vidéo sur les jumeaux de Langevin. Donc si jamais elles sont déjà sorties, bah allez les voir. D'ailleurs, lorsque Pierre Curie décède en 1906 et que 3 ans plus tard, Marie Curie entame une liaison avec Paul Langevin, qui était alors en instance de divorce parce que sa femme le battait. Ouais, l'histoire là, c'est plus belle la vie. Hein. Mais plus précisément, lorsque le scandale de cette liaison éclate en 1911, eh ben, le couple Borel et le couple Perrin seront aux côtés de Marie pour la soutenir. Et là, il va falloir qu'on s'arrête 2 secondes sur ce truc-là, parce que c'est important. Alors, c'est pas spécialement important dans la vie de Jean Perrin, mais c'est important en général. Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique en 1903, et inutile de vous dire que, bien sûr, que c'est la première femme. Inutile de vous dire que dans le milieu des scientifiques, il y a un paquet d'hommes que ça gonfle, et lorsqu'il est question de lui refiler un 2e prix Nobel en chimie en plus, dans une autre discipline scientifique, là, c'est trop, quoi. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard si le scandale éclate à ce moment-là. Alors là, tel que je viens de le dire, ça fait très complot, mais en vrai, non, on le sait. Hein. On le sait que ça a été acté pour ça. C'est pour ça que le scandale a éclaté à ce moment-là. Et au moment du scandale, il est même question de lui retirer son prix Nobel. À l'époque, elle n'en a qu'un. Il est même question de le lui retirer. Ce qui est marrant quand même, parce que, en gros, dans cette histoire, tout le monde a totalement osé faire Paul Langevin. Genre, non, lui, ça va. Voilà. Mais cette femme, polonaise de surcroît, non, faut qu'elle reste à sa place un peu. Et de ce point de vue-là, ce sera un succès. Pas celui escompté, mais effectivement, elle restera à sa place. C'est-à-dire le seul être humain à avoir été 2 fois nobelisé dans 2 disciplines scientifiques distinctes. Et alors, juste pour info, des gens qui ont eu 2 prix Nobel, il y en a eu 3 dans l'histoire. Pour 2 d'entre eux, c'était dans la même discipline, et pour le 3e, il y en avait un des 2, c'était le prix Nobel de la paix. C'est bien, mais c'est pas une discipline scientifique. Petite anecdote marrante, la petite fille de Pierre et Marie Curie, née Hélène Joliot-Curie, qui est encore parmi nous au moment où j'écris ces lignes, hein, voilà, elle s'appelle depuis son mariage Hélène Langevin-Joliot. Parce qu'elle a épousé Michel, le petit-fils de Paul Langevin. Et alors Michel est décédé dans les années 80, mais ils ont tous 2 été physiciens nucléaires. Et ça c'est beau. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, j'essaye de m'empêcher de me le dire, mais je ne peux pas m'empêcher de me le dire, vous allez trouver ça dégueulasse, sachez que moi aussi je trouve ça dégueulasse, je passe trop de temps avec 12 parsec, c'est pour ça, mais il est peut-être arrivé une situation dans laquelle ils étaient au plumard, en train de se dire, est-ce que ton papy faisait ça à ma mamie? En 1905, vous vous rappelez, j'en ai parlé dans l'épisode sur la relativité restreinte, Einstein publie un article sur le mouvement brownien. J'avais même d'ailleurs dit à cette époque, ce que ça signifie, c'est qu'il va indirectement mettre en évidence l'existence des atomes. Et alors, à votre avis, allez, à votre avis, qui va directement, cette fois-ci, mettre en évidence l'existence des atomes dans le mouvement brownien? Entre 1907 et 1909, Perrin va publier une série d'articles sur le mouvement brownien qu'il va synthétiser dans les Annales de chimie et de physique en 1909 sous le titre « Mouvement brownien et réalité moléculaire ». Ça va? C'est assez explicite comme titre d'article? Non, parce que je rappelle qu'à l'époque, l'idée de l'atomisme, c'est encore un truc de « ah, peut-être, mais probablement pas hein ». Il y a encore beaucoup de scientifiques qui pensent que bah non. Y compris des scientifiques très sérieux, hein. Henri Poincaré, par exemple, il ne croyait pas à l'atome. Bon, juste concernant cet article, 2 choses. D'abord, j'ai mis dans la description un lien vers une copie de la publication de l'époque. Okay, mais j'ai également mis une autre version mise en ligne sur Wikisource, et je le précise parce qu'elle a été mise en ligne et en page par Paul-Éric Langevin, petit-fils de Paul Langevin. Voilà, ça fait plaisir. Bref, donc ce truc sort en 1909. Comment vous expliquer l'importance de ce pape-là? Outre le fait qu'il fait 110 pages. Bon, déjà, Perrin vérifie expérimentalement les prédictions d'Einstein dans son papier. Hein. Il vérifie expérimentalement que tout ce qu'avait dit Einstein sur le mouvement brownien, bah c'est bon.
Ce qui signifie quand même que tout ce qu'avait dit Einstein pour mettre en évidence l'existence des atomes, il l'a validé. Donc on part pas mal déjà. Ensuite, il introduit une constante, un nombre. Une constante qu'il décide d'appeler le nombre d'Avogadro. Oui, c'est lui. Et à ce sujet, il dira « Ce nombre invariable n est une constante universelle qu'il semble juste d'appeler constante d'Avogadro. Si l'on connaissait cette constante, on connaîtrait la masse d'une molécule quelconque. On connaîtrait même la masse d'un atome quelconque, puisque nous pouvons savoir, par les divers moyens qui conduisent aux formules chimiques, combien il y a d'atomes de chaque sorte dans chaque molécule. » Et il va calculer ce nombre, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste qu'on n'en parle pas maintenant. Mais juste, la loi d'Avogadro, qu'on appelle aussi en France la loi d'Avogadro-Ampère. Parce qu'Ampère était français. Bref, les deux l'ont sorti à peu près en même temps en 1811. Bref, cette loi, elle dit la chose suivante. Si vous prenez deux volumes identiques de gaz parfaits, sans savoir exactement ce que sont ces gaz, de gaz parfaits, dans les exactes mêmes conditions de température et de pression, il y a autant de molécules de gaz dans l'un que dans l'autre. Indépendamment de la nature du gaz. 1 litre d'hélium, gaz léger s'il en est. Et 1 litre d'hexafluorure de soufre, qui est un gaz bien lourd. Dans les mêmes conditions de température-pression, autant de molécules de part et d'autre. Bon, et ben quand Avogadro et Ampère ont énoncé cette loi, eh ben c'était pas du tout une loi, lol. C'était plutôt un truc du style, ouais, on pense que, enfin, on est convaincu que... Bon, on est sur un niveau de conviction assez vénère, hein, quand même. Mais pour que ce machin puisse devenir une loi, il aura d'abord fallu, en 1866, le succès de la théorie cinétique des gaz. Et là, on peut remercier Maxwell et Boltzmann pour leur participation. Merci les bros. Vous êtes des beaux bros. Mais il aura fallu ensuite que Jean Perrin détermine le nombre d'Avogadro. Bon, on insiste, mais je vous confirme qu'on ne va pas en parler maintenant de Jean Perrin qui détermine le nombre d'Avogadro. Sinon, dans ce papier, Perrin explique que le phénomène de diffusion qui a été pensé par Rayleigh, vous vous rappelez ? Celui qui explique pourquoi le ciel est bleu peut non seulement être expliqué avec des molécules, mais qu'en plus, ce phénomène pourrait bien permettre de déterminer la putain de valeur de ce putain de nombre d'Avogadro. À ce stade, normalement, vous l'avez compris, mais si tel n'est pas le cas, permettez-moi de vous mettre les points sur les i. La détermination de la valeur du nombre d'Avogadro, c'est quelque chose de crucial, parce que ça permet d'une part de valider du point de vue atomiste tout un paquet de phénomènes physiques distincts, tout en donnant une valeur numérique propre à nous permettre de mesurer réellement les atomes, notamment leur masse. Enfin bref, quand Perrin publie ce document, il est instantanément traduit à l'étranger. Ce qui va permettre à Jean Perrin d'obtenir une certaine notoriété, une espèce d'aura dans le monde scientifique international. En 1911 arrive le congrès de Solvay de physique. Le premier. Alors, rapidement, le congrès de Solvay, ce sont deux congrès, un de physique et un de chimie. C'est pas tous les ans, hein, ça a commencé en 1911 et à ce jour, il y en a eu 53. 28 en physique, 25 en chimie. Le dernier à avoir eu lieu, c'était en 2022, donc ça court toujours. Hein. Et ces congrès réunissent tout un tas de scientifiques de haut niveau. Et donc le premier de physique, c'était en 1911, mais le premier de chimie, c'était en 1922. Donc Perrin est invité au premier congrès de Solvay de physique, celui de 1911, et comme tous les autres invités, on lui demande d'envoyer ses présentations en avance pour que tous les autres invités puissent les recevoir et s'y préparer. Donc, tous les invités ont eu accès à sa communication à l'avance et il s'agit du texte de sa conférence « Les preuves de la réalité moléculaire ». Et certains des invités sont des non-atomistes convaincus. Pourtant, il va se passer un truc insolite. Son papier est si bien écrit, si clair, si élégant et si pertinent que tous les participants du congrès vont être convaincus par cet article de l'existence des atomes avant même le début du congrès. Et Henri Poincaré dira, après avoir assisté à sa conférence, « L'atome des chimistes est devenu une réalité ». Conséquemment, Jean Perrin sortira en 1913 un ouvrage pour le grand public qui s'appelle « Les atomes », qui sera également instantanément traduit dans plein de langues. Et alors, de vous à moi, ce livre, il n'est pas si grand public que ça. Hein. Mais il y a dans ce livre un truc qui va nous intéresser et qui va nous ramener deviner, au nombre d'Avogadro. Perrin va faire un truc marrant, vous allez voir. Il va essayer de déterminer la valeur du nombre d'Avogadro
mais par plusieurs méthodes différentes. L'idée étant, vous aurez compris que s'ils trouvent la même valeur numérique à partir de phénomènes physiques distincts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, déjà d'une, ce sera quand même assez convaincant quant au fait que la valeur numérique est la bonne, mais en plus, ce sera une preuve supplémentaire que l'explication par les atomes est une explication convaincante. Et donc, plusieurs expériences. Van der Waals a eu le prix Nobel de physique en 1910 pour son équation dans le domaine de la thermodynamique, équation qui dit la chose suivante. Il existe une équation d'état pour les gaz parfaits. Voilà. Et peut-être que si je vous dis PV égale nRT, ça va vous rappeler des trucs. Eh bien, Van der Waals a complété cette équation pour les gaz réels. Pas pour les gaz parfaits, pour les gaz réels. La conséquence, c'est que l'équation, nécessairement, elle est beaucoup moins belle. En revanche, elle est plus efficace. Alors, je vous mets en description le détail apporté par Perrin. Mais disons que, donc, à partir de l'expérience, lui, il va déterminer que le nombre d'Avogadro, ça doit valoir à peu près 62 fois 10 puissance 22. Ce qui, en notation scientifique, s'écrit 6,2 fois 10 puissance 23. On va noter le résultat par là. Au sujet du mouvement brownien, donc plusieurs expériences qui concernent la répartition des grains, déplacement, rotation et diffusion. Et Perrin trouve les résultats suivants que je note en dessous du premier. Ça commence à sentir bon cette histoire. Là, on est sur la diffusion de Rayleigh, celle qui explique pourquoi le ciel est bleu. Deux expériences, la première sur l'opalescence critique et la deuxième sur le bleu du ciel. Et alors rapidement, l'opalescence critique, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un fluide, n'importe quel fluide, a une température critique, à partir de laquelle il ne peut plus exister sous forme liquide, quelle que soit la pression. Dans un tube fermé, lorsque vous menez un fluide à sa température critique, il se passe un paquet de trucs que je ne vais pas détailler, mais notamment, il apparaît entre la phase liquide et la phase gazeuse un genre de brouillard opalescent. Et opalescent, ça veut dire un peu laiteux et coloré. La lumière blanche qui se forme prend ensuite une teinte rouge, comme un coucher de soleil. Et Einstein a montré en 1910 qu'il existait une relation quantitative entre l'opalescence critique et la diffusion de Rayleigh. Oui, parce qu'il a montré plein de trucs Einstein dont j'ai jamais parlé. Et Perrin va s'en servir pour calculer donc le nombre d'Avogadro et il trouve 7,5 fois 10 puissance 23. Et donc par une autre expérience liée à la couleur bleue du ciel, il trouve 6,1 fois 10 puissance 23. J'ai eu l'occasion d'en parler du corps noir et de la catastrophe ultraviolette, le lien est dans la description. Et donc en s'appuyant sur des phénomènes thermodynamiques, Perrin calcule le nombre d'Avogadro et trouve cette fois-ci 6,4 fois 10 puissance 23. Par radioactivité alpha, enfin, 4 expériences concernant respectivement les charges projetées, l'hélium engendré, le radium disparu et enfin l'énergie rayonnée. Alors, je ne vous les fais pas tous, mais on constate bien que ce nombre d'Avogadro, c'est un nombre qui semble quand même osciller quelque part entre 6,1 fois 10 puissance 23 et 7,5 fois 10 puissance 23. Les résultats sont consistants et ça permet d'avoir une grande confiance dans l'existence des atomes et la justesse des équations qui les prennent en compte. Perrin va également énormément travailler sur les liaisons chimiques entre les atomes au sein des molécules. Bon, voilà, il va s'intéresser de près ou de loin à tout ce qui touche les atomes, mais j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail parce que j'ai un petit peu envie de parler de sa carrière politique. Et alors, pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans son cas, c'est important. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Jean Zay est... Jean qui? Ah oui, effectivement. Bon, 2 petites minutes alors. Jean Zay est un avocat et homme politique né à Orléans en 1904 et assassiné en 1944 par la milice. La milice, c'est une organisation paramilitaire créée sous le régime de Vichy à la demande d'Hitler. Ça vous va comme pédigré? Donc Jean Zay est un homme politique français qui a bossé 44 mois au gouvernement comme ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Donc lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Jean Zay démissionne de ses fonctions pour rejoindre l'armée française. Et je voudrais être clair sur un point. La Deuxième Guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne par les Allemands. Jean Zay a démissionné le 2 septembre. Il n'y a pas Internet à l'époque. L'info, elle n'est pas arrivée en 5 minutes. Donc ça veut dire il a reçu l'info, il a démissionné. Sec et net. Et pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Mais parce qu'il a 35 ans. Et que dans sa tête... il a l'âge de combattre et qu'il doit aller rejoindre tous les hommes qui sont
en âge de combattre et qui sont en bonne santé. Dans son ministère, il y a 2 sous-secrétaires qui vont nous intéresser. La première, c'est Irène Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie. Prix Nobel de chimie en 1936, une femme qui n'a putain de pas vécu dans l'ombre de ses parents. Et Jean Perrin, qui est sous-secrétaire avec Irène Joliot-Curie. Et 1 mois après le début de la guerre, et sous l'impulsion de Jean Zay, Irène Joliot-Curie et Jean Perrin se disent que ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'organiser la recherche scientifique. Et ils fusionnent une caisse de moyens financiers, la Caisse nationale de recherche scientifique, une institution dont le but est de financer la recherche scientifique. Institution dont Perrin a été le premier président du conseil d'administration et qui a alors fait inscrire dans les statuts l'importance que les membres soient jeunes, afin d'éviter de se taper des momies, comme à l'Académie des sciences. Il fusionne donc cette caisse avec l'Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, machin qui a été créé en 1915 par Paul Painlevé quand il est devenu ministre de l'Instruction publique, en plein pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Mais ça n'a pas été créé sous ce nom-là. Hein. Non, Painlevé, lui, il crée la Direction des inventions intéressant la défense nationale. Première Guerre mondiale. Et à tête de cette direction, Paul Painlevé, il nomme comme chef et chef adjoint Émile Borel et Jean Perrin. Tiens. Le truc changera de nom en 1922 donc pour devenir l'Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, l'ONSRI, et le but de ce machin est de rassembler un paquet de laboratoires. Bref, en 1939, donc sous l'impulsion de Jean Zay, Irène Joliot-Curie et Jean Perrin fusionnent donc les 2 bidules dont j'ai parlé, et ils appellent le résultat le Centre national de recherche scientifique. Boum! Le CNRS! Alors on dit merci Jean Perrin, et merci Irène Joliot-Curie aussi, hein, ça va sans dire, voilà. C'est juste que moi je dis Jean Perrin parce que Jean Perrin il bossait dans ces 2 trucs depuis des années, et puis parce que c'est son épisode. Et merci Jean Zay aussi d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, vous savez quoi, tant qu'on y est, savez-vous-t-il pas ce qu'a fait Jean Zay quand il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts? Oui, et des Beaux-Arts. Non? Eh bien, il a rendu l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. Avant lui, c'était obligatoire jusqu'à 13. Et il institue les 3 degrés de l'enseignement. Primaire, secondaire, supérieur. Et il institue l'unification des programmes scolaires au niveau national. Mais il laisse toute liberté d'initiative aux instituteurs pour mettre en œuvre ce programme. Les classes d'orientation, les activités dirigées, le sport à l'école. Il crée également les œuvres universitaires. Et si vous ne savez pas ce que c'est sans doute parce que ça a changé de nom. Ça s'appelle le Crous. Et donc, on l'a vu, il crée le CNRS et le Festival de Cannes. Voilà, donc ça c'était pour Jean Zay. Bon. Et pour Perrin? Pour finir cette histoire, il faut que je vous parle brièvement de Louis Rapkin, biochimiste français d'origine et juive et russe. Et qui va vite comprendre que les nazis, c'est pas pour lui. Il va organiser la fuite des scientifiques juifs d'Allemagne, d'Autriche, et globalement de partout où ça pue, pour aller aux États-Unis où il va fonder l'École libre des hautes études de New York, école dans laquelle il fera également venir les scientifiques français persécutés par les Allemands ou par Vichy. Il fera ça avec Henri Laugier et la Fondation Rockefeller. J'entre pas dans le détail, c'est juste pour dire qu'il n'a pas fait ça tout seul. En 1942, le 28 mars, Jean Perrin est à New York pour inaugurer le lieu et il déclare « Je suis venu vous rejoindre presque le dernier, vous qui avez su créer ici ce nouveau foyer libre de culture française qui est notre école des hautes études, qui vient prolonger en Amérique notre Sorbonne et notre Collège de France. » Je rappelle que le gars est enseignant de carrière. L'enseignement, c'est sa vie. J'ai absolument aucun doute que, pour lui, l'instant devait être saisissant. Mais malheureusement, il va décéder 3 semaines plus tard à New York, à l'âge de 71 ans. Le 17 novembre 1948, ses cendres sont accueillies au Panthéon, en même temps que celles de son ami et confrère Paul Langevin. Nobelisé en 1926 pour avoir, je cite, « mis un terme définitif à la longue bataille concernant l'existence réelle des molécules », il y a quasiment un colloque par an en son honneur, c'est une dinguerie. En tout cas, voilà, j'avais dit que je ferais un épisode sur Jean Perrin. C'est maintenant chose faite. Alors, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on n'a pas parlé que de science, mais d'un autre côté, le gars a traversé 2 guerres mondiales, et très clairement, son héritage politique est sans doute aussi important que son héritage scientifique. Et pourtant, son héritage scientifique, c'est déjà un gros machin. Titre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, vous lui mettez un pouce en haut.
N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie de raconter quelque chose ou de poser une question. Hein, voilà, c'est fait pour ça, hein, les commentaires. Surtout, pensez bien à partager cet épisode, c'est hyper important. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord, sur Instagram. Je suis de moins en moins actif sur Twitter. J'essaye d'être de plus en plus actif sur Instagram. Sinon, vous pouvez également me suivre sur Twitter, mais Twitter, ça pue, quoi. Pareil sur Twitch aussi, hein, je suis souvent sur Twitch. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, à vous abonner et à activer la cloche. Et je suis désolé, je dois le répéter à chaque fois, c'est relou, voilà. Et vous allez dans vos paramètres de notification et vous vérifiez que abonnement, c'est activé. Sinon, vous ne serez jamais notifié, même si vous activez la cloche. Pareil, je le répète, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Parce que c'est... Apparemment, ça n'existe pas, mais pour un truc qui n'existe pas, c'est quand même relativement courant, je trouve. D'ailleurs, si vous avez été désabonné, mettez-moi un commentaire que je le sache. Hein. Voilà. À chaque fois, c'est juste pour pouvoir le mettre sous le nez de YouTube en disant ah, « Tu vois, le truc qui n'existe pas, tu commences à faire du monde, non ?» Un immense merci à Benjamin de la chaîne Nota Bene que je ne ferai pas l'affront de présenter. C'est une des merveilles du YouTube français, une chaîne tout à fait contemporaine de la mienne. Hein. On a commencé quasi en même temps, à quelques semaines près, je pense qu'on a commencé en même temps. Et on en a vécu, lui et moi. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, bah pourquoi ? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, au plus tard dans 2 semaines. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et on dit numérique, putain. Numérique. Digital, c'est avec les doigts. Titre.